Jérémy, Je le lance. Je le lance. bon, nous, Jérémy, Dernière on enregistre aussi par sécurité au cas où. C'est bon, Jérémy, pour toi, de ton côté? Oui, pour moi, ça enregistre, donc je vous l'enverrai après. Bon, D'accord, eh ben, on parfait. vous le fait passer, alors il n'y a y a D'accord. pas de problème. Merci. Très bien. Alors, pour remettre dans le contexte, depuis 3 ans, on avait souhaité, avec le président de la République, mener une politique qui était assez pro-business et qui commençait à montrer des résultats, puisque en fait, on voyait bien on était dans un certain dynamisme économique avec une baisse du chômage qui était au plus fort depuis 12 ans, la création d'emplois industriels aussi qui était de retour, et puis surtout un vrai marqueur, c'était l'attractivité de la France, puisqu'on était le premier pays en Europe, devant l'Allemagne et l'Angleterre, qu'on a rattrapé sur ces 3 années, à attirer des investissements étrangers. La pandémie, comme pour l'ensemble des pays européens, elle a un peu mis un stop aux politiques de transformation économique. Pour rappel, au moment où on a confiné, on était à la moitié à peu près de la discussion sur la réforme des retraites. Et donc, on a mis fin au programme qu'on conduisait jusqu'à présent pour totalement repenser en fait ce qu'on faisait en matière d'accompagnement économique. On avait le choix de considérer que cette crise, il fallait sauver ce qui était à sauver, ou alors en faire une opportunité et finalement changer un peu le cap de ce qui étaient nos moteurs de croissance. Et finalement, on a décidé d'avoir cette deuxième option, de dire on va parier maintenant sur les secteurs d'avenir, puisque en fait cette crise, elle nous oblige un petit peu à repenser la façon dont on produit. Je peux vous dire que c'est pas forcément évident d'aller expliquer à l'automobile ou l'aérien que désormais il va falloir qu'ils changent totalement la façon dont ils conçoivent leurs produits, qu'ils vont devoir parier sur l'électrique, sur l'hydrogène, quand vous êtes élu dans un département comme les Yvelines, où justement la part industrielle de ces deux secteurs sont très fortes, puisqu'on a bien sûr Airbus, puis aussi PSA, Renault, et avec ces grandes entreprises, tout un ensemble de sous-traitants qui sont aussi très dépendants. Mais finalement, on a décidé que cette crise, ça devait être un peu un moyen de booster finalement le changement qu'on souhaitait voir dans la société, et notamment en matière de transition écologique, avec l'idée de dire principalement, il n'y a pas que ça dans la transition écologique, mais de réfléchir à dire il faut qu'on arrête finalement avec cette dynamique un peu absurde qui consiste à importer de l'énergie, ce qui nous coûte cher, ce qui met à mal notre balance commerciale, alors qu'on pourrait produire notre propre énergie avec toutes les sources d'énergie renouvelable et des sources innovantes comme l'hydrogène, et puis également et surtout en consommer beaucoup moins. Et c'est tout le volet qui porte dans le plan de relance sur la rénovation thermique des bâtiments. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que peut-être pour certains d'entre vous, ça peut représenter une opportunité. Il y avait aussi le volet sur le renforcement de la compétitivité de nos entreprises. Pour le coup, ça, c'est quand même dans la droite ligne de ce qu'on essaye de faire depuis 3 ans, c'est-à-dire donner les outils aux entreprises d'être compétitives. Moi, je suis totalement dans cette ligne qui est portée par le président, de dire les entreprises, c'est le moteur de la richesse de notre pays, et donc il faut qu'on crée le cadre qui permette aux entreprises de venir se développer et de s'installer. Pour autant, avec la crise, on a aussi constaté qu'on était dans une situation de dépendance, et on veut faire de ce plan de relance, et c'est peut-être ça la différence par rapport aux politiques qu'on menait avant, un véritable moteur pour justement rattraper la souveraineté dans un certain nombre de secteurs. Et là, les secteurs qui sont visés, c'est la santé, les intrants industriels, l'agroalimentaire, et aussi le développement de technologies qui sont considérées comme critiques pour l'avenir. Et là, je pense par exemple à la 5G qui aura un impact sur tout un nombre important de secteurs. Et puis enfin, et parce que ça n'a pas de sens de parler des entreprises sans parler des salariés qui y travaillent, c'était la question de comment est-ce qu'on, dans le cadre de cette crise, garde au sein des entreprises les compétences. Moi, j'ai eu beaucoup au cours de ces 3 années d'échanges avec des chefs d'entreprise, et leur principale difficulté, c'était de recruter les compétences dont ils avaient besoin. Donc, c'est à la fois maintenir les compétences pour pas affaiblir les entreprises, et que dans le cadre d'une reprise, elles puissent repartir tout de suite à la conquête de nouveaux marchés. Et puis aussi faciliter l'embauche des jeunes, et profiter de cette crise pour réorienter aussi un certain nombre de formations vers les secteurs d'avenir. Donc voilà un petit peu pour le cadre. Ces 3 axes, donc c'est le plan de relance, vous le savez, c'est 100 milliards, et ces 3 axes donc sont répartis à peu près équitablement, puisque c'est 30 milliards consacrés
pour chacun des pans de ce plan de relance. J'ai décidé d'inverser un petit peu, c'est mon prisme un peu éco qui prend le dessus, de parler d'abord des aspects mesures de compétitivité, puis des aspects cohésion qui portent notamment sur l'embauche et le recrutement, et puis enfin de vous parler un peu des mesures en faveur de la transition écologique. Encore une fois, ce n'est pas une revue exhaustive parce que ce serait trop long, mais j'ai essayé de cibler ce qui me semblait peut-être répondre à vos centres d'intérêt. Donc, en premier lieu, je pense que la principale mesure dont vous allez bénéficier, c'est la question autour des impôts de production. Enfin, vous, vos adhérents, peut-être vos proches aussi, je veux dire, on va parler de manière large, parce que je compte bien faire de vous des apôtres ensuite du plan de relance. Donc, les impôts de production, donc c'est 10 milliards d'euros d'allègement en fait, qui sont proposés aux entreprises. C'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a essayé de faire depuis le début du quinquennat, avec par exemple la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est un sujet dont on a énormément débattu et je trouve que finalement, c'est bien que dans le contexte de cette crise, l'État prenne aussi son risque. Il l'a fait en accompagnant les entreprises, mais prenne son risque en continuant justement à alléger la fiscalité des entreprises et en profitant de cette crise pour finalement réduire la part de ces impôts de production. Et donc, pour expliquer comment ça va se passer, c'est 50% en moins de CVAE, une réduction de la moitié des impôts fonciers pour les établissements industriels et ensuite une baisse du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale que vous connaissez peut-être sous le nom de CET. Les principaux territoires qui vont être impactés, c'est bien sûr l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est les territoires où il y a une forte implantation d'entreprises. Et les secteurs qu'on attend à être positivement impactés, c'est l'industrie et le commerce. Deux bénéfices à ça. Industrie, parce que c'est vraiment dans la logique de dire on veut continuer à attirer des investissements industriels en France, être en capacité d'avoir des sites qui sont des sites de production vraiment. Et puis le commerce, parce que c'est quand même un cheval de bataille depuis le début du quinquennat de à la fois maintenir les commerces de centre-ville, de créer des zones d'activité qui soient dynamiques et parce que c'est structurant pour l'économie locale. L'autre sujet qui nous est apparu et qui fait du coup l'objet d'un focus dans le cadre du plan de relance, c'est le renforcement des capacités de financement en fonds propres des entreprises. En fait, ce qu'on a vu, c'est que le prêt de garantie de l'État, dit PGE, qui a été assez bien reçu par les entreprises comme un moyen justement d'avoir un peu une bouffée d'oxygène dans le cadre de cette crise. Et au moment où on a arrêté totalement, enfin pas totalement, mais quasiment l'activité économique de notre pays. Et en fait, le retour qu'on a de ce PGE quand on interroge les entreprises, c'est de dire ce mécanisme est bien, mais en fait, c'est pas de la subvention, c'est de l'endettement pour une entreprise. Et donc, les entreprises, elles ont peur aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont peur de se retrouver face à un mur de dette dans quelques mois quand il faudra commencer à rembourser et quand il faudra, enfin, elles ont peur d'être étranglées. Alors, il y a des mécanismes, bien sûr, d'étalement de ces remboursements, mais il n'empêche que ça reste une inquiétude si l'activité économique ne repart pas. Ce qui nous a amené à réfléchir sur la capacité de financement, puisque en fait, elle est corrélée finalement au fait de dire si vous avez des capacités de financement en fonds propres, vous pouvez aussi investir. Et nous, ce qu'on veut, c'est des entreprises qui investissent dans leurs salariés, qui investissent dans leur outil de production et qui soient compétitifs pour aller gagner de nouveaux marchés. Donc, ça va passer par deux outils, à la fois la création d'un label relance qui visera à identifier en fait les placements financiers les plus pertinents pour une reprise durable de l'économie. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'orienter le financement des PME et ETI, enfin financer l'épargne des Français vers du financement long terme de PME et d'ETI. Et puisqu'on a bien vu que pendant cette crise, l'épargne des Français avait encore augmenté. Et puis, il y aura également, on s'appuiera sur le réseau bancaire pour avoir un octroi massif de financement long aux TPE, PME, ETI et soutenir leur capacité d'investissement, notamment à travers des prêts participatifs. Donc, les banques, on va inciter les banques à soutenir les prêts participatifs. On a un plan important qui vise à travailler sur la relocalisation, comme je vous le disais. L'idée étant de reprendre la main et de réacquérir une forme de souveraineté sur un certain nombre de secteurs stratégiques, mais aussi parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté et en même temps pas créer les conditions favorables à l'implantation d'entreprises. Et donc, on va travailler aussi sur la relocalisation des projets industriels dans nos territoires
à travers le déploiement de nouveaux moyens financiers et notamment sur les territoires qui sont labellisés territoires d'industrie. Je dis ça parce que dans les Yvelines, sur la partie nord des Yvelines notamment, peut-être certains ont de l'activité là-bas, on a un territoire d'industrie en gros entre les Mureaux, Mantes, vous voyez, Conflans sur cette partie-là. Et enfin, un point qui est important dans les sujets sur lesquels je travaille depuis le début du mandat, et je pense que c'est un sujet souvent qu'on considère moins, mais qui reste fondamental, c'est l'export, avec un plan de soutien à l'export qui passera par 4 mécanismes. Le renforcement de l'assurance prospection, qui est un outil qui est très apprécié par les entreprises. Le chèque export, qui est en gros une aide si vous voulez aller sur des salons, etc., une prise en charge de votre déplacement sur un salon. Le chèque VIE, c'est-à-dire là, c'est un peu dans la logique aussi cohésion, c'est travailler à avoir des jeunes qui sont issus des quartiers qui partent en VIE. Et enfin, le doublement du FASEP. Là, c'est donc si vous êtes une entreprise et vous avez des projets d'infrastructure à l'étranger. Voilà un petit peu sur le volet compétitivité. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois quand même que les 2 mesures phares, en tout cas qui vont impacter et percuter directement les entreprises, ça reste la baisse des impôts de production et puis bien sûr le travail qui est fait sur le renforcement du financement en fonds propres des entreprises. Sur le volet compétences, donc comme je vous l'ai dit, l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on maintient les salariés dans l'entreprise et comment est-ce qu'on favorise l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Dans le volet cohésion, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi, vous en avez certainement pas entendu parler, l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, etc. Mais voilà, c'est moins en lien avec les sujets sur lesquels vous travaillez. Il y a peut-être le premier dispositif dont je voudrais parler, c'est tout ce qui porte sur l'activité partielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant la crise, on a fait 3 projets de loi de finances rectificatives, c'est-à-dire une modification du projet de loi de finances tel qu'il avait été adopté, avec l'idée toujours de chercher à répondre à ce besoin des entreprises de maintenir leurs salariés, alors même qu'elles avaient parfois plus d'activité économique, parfois une activité qui était ralentie. Ce qu'on constate, c'est que cette crise, elle a déséquilibré l'économie de certains secteurs et donc elle met aujourd'hui, même dans le cadre de la relance, encore un certain nombre d'employeurs sous pression, certains se demandant s'ils vont pouvoir garder leurs salariés. C'est par exemple ce que nous disait le président de la CPME 78 tout à l'heure à l'occasion de l'échange qu'on a eu. Et donc, on a travaillé avec le gouvernement sur un dispositif partiel de longue durée pour accompagner les entreprises face au ralentissement de leurs commandes. Et l'idée, c'est ce dispositif, il est mis en place quand vous avez des perspectives de reprise de votre activité à moyen terme. L'idée, la façon dont ça va fonctionner pour le gouvernement, c'est d'avoir le dialogue social au cœur de ce dispositif en donnant finalement aux employeurs et sous réserve d'un accord qui serait signé dans un établissement, dans une entreprise, dans un groupe ou bien même d'un accord de branche étendu, un accord qui permette justement de mettre en place des dispositifs d'accord partiel de longue durée. Et donc, ces accords, ils sont valables pour une période de 24 mois c'est assez simple parce que si vous signez un accord d'entreprise, pour prendre ça sur un exemple vraiment à la plus petite échelle, vous signez un accord d'entreprise, il est valable pour 24 mois et ensuite vous avez uniquement à le faire valider par votre autorité administrative, c'est-à-dire par les directs. Très concrètement, l'activité partielle de longue durée, ça permet de réduire pour un employeur le temps de travail à hauteur de, dans la limite des 40% de la durée légale, 50% dans le cadre de situations exceptionnelles, et de bénéficier d'une allocation qui correspond à 56% ou 60% de rémunération brute antérieure des salariés dans la limite de 4,5 SMIC. Si vous voulez, je vous renverrai, je vois certains regards interrogatifs, je vous renverrai les chiffres exacts pour que ce soit très clair. Et donc, c'est financé par l'État et par l'UNEDIC. Et l'engagement que doit prendre l'employeur en contrepartie de l'autorisation d'avoir cette activité partielle de longue durée, c'est un engagement en matière d'emploi et de formation professionnelle. On est vraiment, vous voyez, dans la philosophie de dire
garder les compétences et préparer la reprise. Et bien sûr, et c'est important de le dire, en cas de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues au titre de l'activité partielle de longue durée. Donc, c'est un mécanisme qui est simple, qui est facile à mettre en œuvre au sein d'une entreprise, qui repose essentiellement sur le dialogue social, mais je pense que c'est un dialogue, enfin, un objectif partagé entre employeurs et représentants des salariés, qui s'inscrit dans la durée et qui permet en fait de vous projeter dans une reprise à moyen long terme. Il y a également, et je pense que c'est intéressant parce que peut-être que vous avez des enfants qui ont terminé leurs études là pendant, cette année 2020 et qui peuvent rencontrer des difficultés pour rentrer sur le marché du travail. Et donc, on a décidé pour inciter les entreprises aussi à s'appuyer sur les apprentis, à faire une aide aux employeurs apprentis. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est vraiment c'est une subvention qui sera versée finalement à tous les employeurs qui recruteront des apprentis de moins de 30 ans pour la première année d'exécution du contrat. Et c'est donc pour tous les recrutements qui ont lieu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire c'est vraiment le moment pour vous d'aller recruter des apprentis si vous en avez besoin. Ça fonctionne bien. On est assez satisfait des résultats qu'on a pu avoir sur l'apprentissage, puisqu'en 2019, en 2020, on avait une hausse de 16% par rapport à 2019. Et en gros, là, on vient booster cet effort en faveur de l'apprentissage en versant une subvention pour une durée des 12 premiers mois du contrat d'apprentissage. Si vous recrutez un apprenti entre le 1er juillet, donc si vous l'avez déjà recruté, et jusqu'au 28 février 2021. Ce dispositif, c'est à la fois la main tendue aux employeurs, dire qu'on a confiance dans ce qui a été fait en matière d'apprentissage depuis la réforme sur l'apprentissage, et également un dispositif qui est à destination des jeunes pour leur dire que voilà, c'est malgré la crise sanitaire, malgré le contexte particulièrement compliqué dans lequel ils vont rentrer sur le marché du travail, on a le souhait de vouloir les soutenir. Et enfin, toujours dans la logique de la formation, il y a un pan du plan de relance qui concerne l'orientation vers les métiers stratégiques. Donc, vous savez, dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on a simplifié l'abondement du compte personnel de formation en traduisant en fait ce qui existait avant en un montant en euros, avec 5 000 euros pour les personnes qui étaient qualifiées et 8 000 euros pour les personnes non qualifiées. La possibilité d'abonder son fonds jusqu'à 5 000 euros ou 8 000 euros si vous n'êtes pas qualifié. Dans le cadre du plan de relance, on a l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire un abondement à hauteur de 100% du reste à charge d'un dossier de formation, ce qui représente en gros pour la formation une aide à peu près de 1 000 euros quand vous faites une formation vers les secteurs stratégiques. L'idée, c'est d'avoir environ 25 000 personnes qui sont formées vers ces secteurs stratégiques et donc ensuite pouvoir les orienter. Donc, c'est ce que je vous donnais tout à l'heure, la santé, les intrants chimiques, l'agroalimentaire, tous les secteurs sur lesquels on souhaite finalement reprendre en main notre souveraineté. Voilà un petit peu pour les mesures. Alors, sur la partie jeune, il y a vraiment beaucoup de dispositifs. Donc, il y a aussi des dispositifs, par exemple, si vous souhaitez, des dispositifs qui visent à l'insertion des jeunes, soit qui étaient hors des formations et qui étaient peu formés, soit des jeunes qui passent par des dispositifs d'accompagnement plus poussés. Je pense par exemple aux jeunes qui vont vers les missions locales pour rentrer sur le marché du travail. On pourra y revenir si vous voulez, mais je pense que ça va vous concerner peut-être moins directement que les apprentis, ce qui est un système qui est connu et pour lesquels souvent les employeurs sont assez volontaires. Enfin, et parce que c'est quand même au cœur finalement de ce qu'on essaye de faire, peut-être à dire un mot sur la question de la transition énergétique et comment elle est financée. Je vous ai dit, le principal volet de cette transition énergétique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Et en fait, on a vachement étendu le scope de cette rénovation thermique puisqu'elle touche les bâtiments privés et publics et que maintenant, elle n'a plus… avant, elle était plafonnée. Maintenant, elle est ouverte à tous sans condition de revenu, ce qui permet aussi à des privés qui ont davantage de moyens de les inciter à faire de la rénovation thermique des bâtiments.
Il y a plusieurs outils qui sont mis en place dans le cadre de ce soutien à la transition écologique. Je vais vous en donner quelques-uns pour vous montrer que c'était des opportunités pour vous. Il y a notamment, donc on va lancer à l'occasion de ce plan de relance le PIA 4. On était avant au PIA 3, qui a donc pour une période de 2 ans, 2021 à 2023. Je vous dis ça, c'est 2021 à 2023. Le plan de relance, c'est 2020-2022, parce qu'en fait, le PIA 4, ça fait partie des dispositions qui vont être votées dans le cadre du projet de loi de finances là, dont les débats vont démarrer. L'idée de ce PIA, c'est vraiment d'innover en matière de transition écologique et en renforçant nos positions dans le secteur de l'énergie décarbonée, de l'économie circulaire, du transport ou de la mobilité durable. En gros, vous savez comment fonctionne le PIA, le programme d'investissement d'avenir. C'est un mécanisme qui avait été initialement élaboré sous Nicolas Sarkozy, puis qui a continué sous la forme du PIA 2, 3 et puis 4 aujourd'hui. C'est on a 4 opérateurs qui gèrent ce PIA. La BPI, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations, et il m'en manque un qui va me revenir, mais pour l'instant, ça ne me revient pas. L'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Ces 4 opérateurs, en fait, lancent régulièrement des appels à projets sur les secteurs qui sont définis par le haut commissaire à l'investissement et qui, en fait, cherchent à orienter des financements. Donc là, typiquement, l'ADEME fera un certain nombre d'appels à projets sur les secteurs que je vous ai dit, donc énergie décarbonée, économie circulaire, transport et mobilité durable. C'est quand même 3,4 milliards d'euros qui vont être fléchés pour la transition écologique. Il y a aussi, et je sais qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez beaucoup d'échanges avec elle, et encore plus aujourd'hui, c'est les nouveaux produits, BPI France qui va mettre un certain nombre de nouveaux produits climat sur le marché, et ça s'articulera autour de 3 sources de financement pour accélérer la transition énergétique auxquelles vous serez éligible. Donc, si vous souhaitez avoir des actions en la matière, c'est les prêts verts, les prêts d'économie énergie et les investissements en fonds propres. Et enfin, peut-être le dernier point sur lequel je souhaitais venir, c'était aussi des mécanismes pour la transition énergétique des entreprises, la rénovation thermique des entreprises, c'est-à-dire aussi dire finalement, ça peut concerner les bâtiments publics, le privé qui veut rénover sa maison, mais aussi les entreprises qui souhaitent aller vers des solutions d'énergie qui soient moins coûteuses et onéreuses. Donc, on voit bien qu'on a vraiment un volet transformation énergétique qui est très fort et très marqué dans le cadre de ce plan de relance. Et je voulais vous en parler parce que peut-être certains d'entre vous sont dans le secteur de l'énergie, du BTP. Peut-être aussi certains d'entre vous imaginent leur site comme moins consommateur d'énergie. Et donc, c'est, au-delà de vos activités propres, une véritable opportunité aussi pour faire des économies. Voilà un petit peu. J'espère que j'ai pas été trop vite. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait un échange qui soit assez libre. Et l'autre sujet sur lequel je voulais vous challenger, peut-être, c'est dans le cadre de ce plan de relance, on est en train d'évoquer, parce que ça fait partie des sujets qui montent un peu dans l'opinion publique, il y a une mission d'information qui est lancée sur la question de la conditionnalité des aides. C'est-à-dire, en gros, quand l'État abonde autant le secteur privé, est-ce qu'il ne doit pas demander des contreparties aux bénéficiaires? Moi, je suis rapporteur sur cette mission d'information. Il y a 3 autres rapporteurs avec moi de cette mission. Et j'aurais souhaité votre avis sur qu'est-ce que peut être la conditionnalité, comment est-ce que ça peut se traduire. Je sais qu'on parle beaucoup, par exemple, de la conditionnalité en matière sociale, environnementale, c'est-à-dire avoir des entreprises qui s'engagent sur les sujets de transition écologique, par exemple. Mais on a aussi, en discutant tout à l'heure avec le MEDEF, et la CCI évoquait le fait d'avoir des contreparties qui seraient, par exemple, lorsqu'un grand groupe perçoit un soutien de l'État, est-ce qu'il ne doit pas en profiter, prendre des engagements vis-à-vis de soutien vis-à-vis des PME, puisque les PME n'ont pas forcément la capacité finalement à aller chercher ces aides d'État qui sont inscrites dans le cadre du plan de relance.
Voilà un petit peu pour ce propos introductif. Peut-être Monsieur Perchamp, Monsieur Germain, si vous voulez peut-être commencer pour lancer le sujet, ou si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Et si vous voulez lever la main, le plus simple, c'est peut-être de lever la main sur Zoom, comme ça, moi, je vois qui, enfin, avec la petite main bleue là sur le côté, qui veut prendre la parole. Sinon, vous me faites un signe et j'essaierai de vous voir. Bon, merci beaucoup pour cet exposé qui est extrêmement concis. C'est vrai, un petit peu rapide, mais on a vu quand même beaucoup de choses en peu de temps. Bravo, c'est très synthétique. Du coup, ça peut soulever beaucoup de questions sur les secteurs. Pourquoi certains secteurs et pourquoi pas d'autres, les choix de secteurs privilégiés dans ce plan de relance. Sur le focus qui est fait sur les TPE, PME, moi j'ai des questions sur le soutien justement des organismes, des financeurs comme BPI, donc on a beaucoup d'indépendants dans les Yvelines en particulier, hein. On a beaucoup de gens qui font du conseil, qui sont conseils en stratégie, en financement, en beaucoup de choses, et qui accompagnent les entreprises, y compris quand elles vont chercher des fonds, des financements. Alors c'est assez difficile à suivre parce que les choses bougent très vite. Même les organismes eux-mêmes sont quelquefois un peu dépassés par la vitesse des changements, et ça c'est un point quand même qui est un peu difficile. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une sorte de volonté des acteurs comme BPI, mais qu'on retrouve aussi au niveau de la CCI, de vendre leurs propres services de conseil auprès des entreprises et de garder un petit peu la main sur les choses, alors qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources suffisantes pour faire un vrai accompagnement des entreprises. Et je vois que c'est un véritable problème. Parce que les entreprises sont un peu obligées de passer par le conseiller, mais qui n'a pas le temps de s'occuper d'eux, alors que chez eux, il y a souvent des gens, des indépendants qui sont là en conseil et qui pourraient les accompagner si justement il y avait plus d'interdépendance entre les organismes et les indépendants. Voilà, c'est une petite remarque qui me vient. Voilà, on n'a pas tout à fait touché le domaine de la formation professionnelle. Alors moi, je suis concerné, on a vu l'activité partielle, mais il y a des choses aussi dans le cadre de la formation avec les fonds FNE. Oui, tout à fait. Et qui sont très compliquées parce que ça change tout le temps. J'en ai fait l'expérience. Voilà, donc il y a la question de la visibilité, de la stabilité aussi de tous ces dispositifs, de la compréhension par les entreprises. Voilà, donc il y a de la communication à faire et de la stabilisation aussi pour que du jour au lendemain, tout ne change pas tout le temps parce que c'est déjà très compliqué. Voilà, je m'arrête là. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Bruno, je ne sais pas, comme vous préférez, à vrai dire. On peut prendre une série ou d'autres sujets, oui. Et puis ensuite, Marie fera le tri et répondra. Ouais, je peux juste compléter. Je n'ai pas beaucoup de compléments à ajouter. Je rejoins Bruno sur l'aspect stabilité des engagements, des aides et des différents process qui sont proposés. Effectivement, comme ça bouge, c'est très mouvant. Il y a peut-être quelque chose à faire pour simplifier la recherche de soutien, d'aide, etc., de la part des entreprises. Moi, j'avais une petite question, puisqu'on parlait de formation tout à l'heure, par rapport au CPF, par exemple, mais pas que, effectivement, tout le FNE, etc., sont des processus qui ne sont pas forcément faciles à appréhender pour tous les organismes de formation, notamment les petits. J'avais une question sur le CPF, parce que je comprends qu'on pousse un petit peu ce mode de financement. Est-ce que l'éligibilité l'accès au CPF pour un organisme de formation a été simplifié depuis la réforme de la formation ou pas? Ça, c'est une question en suspens. Alors, en vrac, hein, je continue dans le désordre. Ah oui, j'avais une question aussi. Alors, c'est une interrogation que j'ai, parce que j'ai parcouru les documents que vous nous avez donnés, mais j'avoue que je n'ai pas tout lu de façon exhaustive. Je suis peut-être passé à côté des informations, mais
Alors, j'entends beaucoup d'aide aux entreprises de tout type, de tout secteur, les secteurs sinistrés, etc. Tout type de taille, TPE, PME, ETI. J'ai moins entendu, et je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu là-dessus, sur les indépendants. Alors, pourquoi je parle des indépendants? Parce que c'est une population, moi, qui résonne beaucoup au travers du club, parce que déjà, on a une population d'indépendants qui est assez conséquente. Et ces gens-là, il y a plusieurs catégories, mais il y a notamment une catégorie qui rebondit parce que crise et qui doivent rebondir. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte. Du coup, on se pose souvent la question, est-ce que l'aide au démarrage des entreprises, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait particulièrement pour ça, ou alors même pour les entreprises qui ont démarré avant je dirais, il y a 2-3 ans, donc avant la crise aujourd'hui, et qui du coup sont fauchés en plein vol, mais qui n'ont pas forcément, bénéficient pas forcément des dispositifs d'aide, parce qu'ils ne rentrent pas du coup dans les catégories, et en termes d'effectifs et en termes de chiffre d'affaires de démarrage du coup. Et puis aussi parce que je vois une population de 40-50 ans, notamment dans les secteurs un peu sinistrés comme l'aviation, etc., qui vont se retrouver sans emploi et qui vont se poser la question de rebondir et de se mettre à leur compte aussi. Est-ce que c'est un levier économique, ça, ces indépendants qui veulent se mettre à leur compte avant d'être eux-mêmes start-up ou TPE, etc. Est-ce qu'on peut les aider? Je ne sais pas si c'est pertinent de le faire. Et puis la troisième remarque que j'avais, c'était, vous avez posé une question sur les engagements que le gouvernement pourrait demander ou en contrepartie, les contreparties aux entreprises. Ouais. Alors, je ne sais pas, moi j'entends, je fais partie d'un autre espace qui est très typé transition, économie sociale et solidaire. J'entends beaucoup de projets qui démarrent. Peut-être qu'une des contreparties, ça serait à terme, pousser un peu plus ces projets parallèles qui sont typés transition écologique, sociale, etc. Voilà. Soit en s'engageant soi-même en étant responsable, soit en investissant et en aidant ces petites entreprises. Voilà, c'est les 3 remarques que j'avais, la formation, l'aide au démarrage des petits et les engagements en contrepartie. Ok, j'avais vu une main levée qui a été abaissée depuis. Bonjour Alexis. Hop, Alexis, pardon, super. Alors attendez, je vais réactiver votre micro. Voilà, c'est bon Alexis, vous avez la parole. Ah oui, pardon, vous croyez que j'avais une question en fait? Non, je disais juste bonjour parce que je viens de reprendre. Je vais m'excuser. Je l'ai piégé, pardon. C'est moi qui l'ai piégé, pardon. Non, je vous en prie. Écoutez, ce que je peux faire, c'est répondre à ces deux premiers sujets. Et puis après, on peut avoir une discussion libre. Excusez-moi pour les hurlements de bébé derrière, si vous les entendez, c'est ma fille qui vient de rentrer. Donc, peut-être sur le fait de dire, par rapport à ce qui était évoqué par M. Germain, sur le fait de dire il y a certains secteurs qui sont privilégiés ou qui ont été davantage soutenus. C'est pas vraiment une réponse, mais mon sentiment, c'est de dire que c'est à la fois des secteurs dans lesquels on veut préserver un certain nombre de savoir-faire. Je pense que ce soit l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire. Et donc, il faut absolument qu'on vienne en soutien. On veut aussi, c'est aussi des secteurs pour qui la sous-traitance est très importante. Et donc, si on accepte le fait d'avoir Renault ou Airbus qui s'effondrent, et honnêtement, ils sont vraiment pris à la gorge, ça veut dire aussi qu'on est prêt à accepter le fait qu'il y ait en cascade un peu des sous-traitants qui s'écroulent. Et je crois que pour le coup, c'est pas un choix que l'État souhaite faire. Et enfin, parce que on veut aussi se dire que finalement, ces secteurs, ils sont pas forcément morts, même s'ils sont très décriés. Là, je pense par exemple à l'aérien, mais que on peut en France peut-être ou au niveau européen être un peu leader en matière d'innovation dans ces secteurs. Je sais que par exemple, quand il s'agit de valider le prêt de garantie de l'État, Bruno Le Maire a demandé à Renault de prendre des engagements pour rejoindre le consortium des batteries, puisqu'il n'était pas encore dedans. Et là, je crois que c'est un signal qui est intéressant, c'est de dire nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui,
c'est que vous travaillez sur le véhicule électrique et pour autant ne soyons pas naïfs, les batteries c'est peut-être moins polluant en termes d'émissions, mais c'est pas non plus 100% une énergie propre et donc il faut que vous travaillez justement à ce que peut être la batterie de demain et ça n'a pas de sens d'avoir les constructeurs français qui s'affrontent sur le sujet, même si on voit bien la nécessité d'avoir, c'est aussi un outil de concurrence pour la suite, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils réfléchissent ensemble sur ces sujets. Donc, effectivement, on a fait le choix d'accompagner massivement peut-être ces secteurs plus précisément. J'ai bien compris que ce n'était pas un sujet à polémique, mais ça me paraissait aussi important peut-être de redonner quelques éléments de contexte sur au moins ces deux secteurs-là qu'on a beaucoup suivis dans le cadre de la crise et qui ont vraiment des plans spécifiques. Ensuite, sur la question des TPE-PME, et c'est aussi le sens de cette réunion que je voulais faire. C'est vrai qu'il y a une focale du plan vraiment TPE-PME parce que c'est ce qui fait le tissu économique français. Pour autant, et j'imagine que peut-être c'est ce que vous avez vu dans le cadre des échanges que vous avez eus avec vos adhérents ou peut-être des proches, c'est que le plan apparaît comme extrêmement compliqué pour ces petites entreprises qui n'ont pas forcément les projets qui sont prêts. On peut envisager qu'une ETI, éventuellement un grand groupe, ait un certain nombre de projets dans les tuyaux et que finalement, quand les financements arrivent, le projet est quasiment prêt et c'est facile pour eux. C'est moins le cas pour une TPE-PME qui n'a pas forcément la ressource déjà pour suivre les évolutions et les mesures de soutien qui sont déployées. Et puis, parce que ça reste extrêmement complexe et ça va être beaucoup sous forme. Et je sais que c'est un petit peu critiqué déjà et c'est pour ça aussi que je veux qu'on puisse en parler. Ça va être beaucoup sous la forme d'appel à projet. Et donc, l'appel à projet, ça nécessite inévitablement de préparer un dossier, de le monter, de répondre à un certain nombre de critères qui sont imposés par les opérateurs de cet appel à projet, pour l'essentiel la BPI, mais pas que. Et donc, c'est aussi un challenge pour les entreprises. Je vous le dis, puisque en fait, c'est un sujet qui est remonté au niveau du ministère et qu'il travaille justement à l'élaboration d'une plateforme sur laquelle le plan de relance serait présenté dans son intégralité et la façon d'accéder aux mesures qui sont mises en œuvre serait détaillée de manière beaucoup plus simple. Donc, avoir quelque chose de beaucoup plus didactique, beaucoup plus interactif pour justement permettre aux TPE-PME de s'en emparer et c'est pas une opposition grand groupe TPE-PME, mais si on veut essayer de sauver un maximum d'entreprises, d'avoir pas que des grands groupes qui soient éligibles et bénéficiaires de ce plan. Avec en plus, quand vous lirez, si vous un jour prenez le temps de lire l'intégralité du dossier de presse sur le plan de relance, vraiment des tickets d'entrée qui sont très variables sur l'ensemble des mesures et donc qui s'adressent vraiment à un public qui est très différent. Je vous dis ça aussi, ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez sur la BPI et la CCI. C'est vrai que nous, dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure, ils nous ont clairement exprimé le fait qu'il y avait trop d'acteurs pour l'instant qui prenaient la parole sur ce sujet du plan de relance. Nous, alors, il va y avoir un préfet à la relance qui va être le grand coordinateur sur les territoires. Soyez rassurés, parce qu'on a le même problème d'un point de vue politique avec la région qui veut vendre que ses dispositifs d'accompagnement, le département qui veut vendre que ses dispositifs d'accompagnement. Or, ce qu'on aimerait passer comme message, c'est que c'est vraiment un plan global et que chacun peut y trouver son compte. Et donc, en janvier 2021, il y aura les préfets à la relance. Nous, ce qu'on va demander aux préfets à la relance, c'est donc ils seront des acteurs par département et c'est vraiment d'essayer d'être dans une logique où ils vont associer les différents acteurs économiques, donc les fédérations professionnelles, peut-être quelques clubs d'entreprise comme vous êtes, peut-être aussi les élus, quels qu'ils soient, des collectivités ou parlementaires. Avec l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table et que finalement, la mise en œuvre du plan par département, elle soit le plus fluide possible et qu'il n'y ait pas de concurrence entre les opérateurs de ce plan parce que c'est souvent assez malsain quand ça termine comme ça et finalement, on voit que les entreprises ne sont pas tellement bénéficiaires. Alors, je rebondis, Marie, oui. sur la question. Il n'y a pas seulement une concurrence entre les opérateurs, mais il y a une sorte de concurrence déloyale entre
entre les opérateurs et toutes les structures de conseil et d'accompagnement de ces TPE, PME qui n'ont pas le temps, hein, même si elles comprennent le dossier, le dirigeant n'a pas forcément le Oui, temps de bien sûr. construire son dossier. Et donc, il va demander à quelqu'un de le faire. Et ce n'est pas le conseiller de l'opérateur qui a le temps de construire son dossier. Donc je pense que ce qui serait bien, c'est justement de faire profiter à tous ces indépendants, alors peut-être avec une sélection et un peu moins de copinage aussi, un peu plus objectif, mais pour faire travailler les indépendants qui sont dans le conseil, pour être justement au service de tous ces financements, tous ces dispositifs. Non, tout à fait. Et en fait, en vrai, c'est tout à fait possible à mettre en œuvre, hein, je pense. Ça peut vraiment se faire assez facilement, notamment. Alors, c'est un peu compliqué tant qu'il n'y a pas un chef suprême qui guide un peu, qui donne un peu la marche à suivre, parce que chacun va vouloir prendre le lead, mais avec les sous-préfets à la relance. Je ne mets pas toutes mes billes sur ça, mais en fait, ce qu'on a vu, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Team France Export, c'est qu'on a quand même besoin à un moment d'un opérateur qui est, d'un acteur qui est le leader. Dans le cadre de la Team France Export, par exemple, c'était Business France. Et puis ensuite, qui va dérouler la stratégie, qui va coordonner les acteurs. Et je vous dis, c'est possible d'associer le privé, parce que c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec la Team France Export et le conseil privé, enfin ce qu'on appelle les ESCI, qui font de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment des opérateurs privés qui font de l'accompagnement à l'export. Alors justement, dans la formation professionnelle, la réforme de la formation professionnelle a exactement été dans ce sens-là et ça marche. Les organismes de formation ont des obligations de certification, de qualité, etc. Mais il y a bien une redescente et même les petits organismes peuvent trouver leur compte dans ce qui se passe parce qu'il y a une objectivité aussi de la sélection. Et je trouve ça très bien. On pourrait très bien faire ça, la même chose dans le conseil, avec un France Compétences qui s'appellerait autrement, mais qui serait pour de l'accompagnement d'entreprises sur ces sujets-là. Non, totalement. Mais pas de problème. Moi, ça m'aide à construire aussi ma réflexion sur justement l'organisation et le pousser aussi dans la nécessité de la façon dont ça va s'opérer. C'est vrai que depuis le début, là, on a un bon échange avec Bercy dans le cadre de cette crise. On a fait beaucoup de remontées terrain. À chaque fois, ils se sont emparés des remontées qu'il y avait. Et donc, je crois que sur la mise en œuvre du plan, il y a aussi quelque chose à apporter, à la fois pour que ce soit facile et que effectivement il y ait pas de concurrence, enfin que tous les opérateurs qui souhaitent s'emparer du sujet puissent le faire, qu'ils soient publics ou privés. Sur la question du FNE formation, je vais pour le coup regarder, parce que la formation professionnelle est un sujet qui m'échappe un peu, qui est extrêmement compliqué, je trouve. C'est compliqué, oui. Et donc, je reviendrai avec plus d'éléments vers vous sur ces sujets. Je vais revenir dans un instant sur la question des indépendants, mais peut-être juste dire en un mot bref, la question des contreparties qui était évoquée, d'avoir un sujet ESS, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je vais vous dire mon inquiétude, si on se dit les choses très sereinement ici. J'ai un petit peu peur que la logique déjà, Bruno Le Maire parle de conditionnalité et pas de contrepartie. Moi, j'ai un peu peur que finalement, on veuille un peu laver plus blanc que blanc. Moi, je crois que ce plan de relance, son objectif, c'est vraiment de se dire comment on remet du dynamisme dans l'activité économique, et pas comment est-ce que on met des contraintes supplémentaires aux entreprises. Ou alors, c'est pas la philosophie qui est portée ni par le ministre, ni par le plan plus généralement. L'idée, c'est de dire il faut on met beaucoup d'argent sur la table pour que ce soit un accélérateur de croissance et pas l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interroger sur la question de la conditionnalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de trouver des choses. Mais mon inquiétude, c'est effectivement qu'on soit dans une logique qui soit punitive, entre guillemets, plus qu'une logique partenariale où on dit aux entreprises saisissez-vous des opportunités et saisissez-vous de cet argent pour vous relancer. Donc, en fait, la démarche que je vais porter, moi, en tant que rapporteur sur cette mission, et ce sera peut-être aussi la position des 3 autres rapporteurs avec moi, c'est vraiment de dire il faut qu'on cherche plutôt des mécanismes incitatifs que des mécanismes coercitifs, et que les entreprises se disent bien sûr, finalement, avoir une condition en matière, par exemple, de transition écologique, c'est pas un problème et ça va dans le sens de la démarche que je veux faire.
c'est un vrai sujet parce que c'est un sujet sur lequel le ministre nous a demandé de nous pencher dans le cadre des débats autour du budget. Sur les indépendants, oui, pardon. Oui, je voulais juste intervenir. J'étais obligé de rebaisser la main tout à l'heure parce que je n'étais pas dans un endroit qui permettait d'avoir une conversation. Je vous en prie, Yannis, je vous laisse la parole. Alors, c'était déjà par rapport à l'aspect contrepartie, par rapport à tout ce qui est prêt ou autre. Il y a quelque chose qui existe, qui est le rapport RSE, mais qui pour l'instant a un gros défaut, c'est qu'on a un engagement de moyens et non pas de résultats pour les entreprises, et que beaucoup s'en servent pour faire du greenwashing ou du social washing. Pour avoir fait un tour à ProDurable, effectivement, beaucoup de personnes vendent des solutions pour ne tenir qu'à seul compte, alors que moi, personnellement, j'utilise la RSE en tant que système depuis au moins 15 ans, dans le sens où, quand j'établis un business plan, ça permet d'avoir une vision complètement holistique de l'entreprise, où on va traiter tous les aspects, le bien-être au travail, la gestion de compétences, comment on traite les fournisseurs, les délais de paiement, les clients, le service après-vente. Voilà, tous ces aspects-là rentrent en ligne de compte. Et effectivement, ça permettrait peut-être éventuellement de sensibiliser les entreprises à le faire réellement, parce qu'il y a des gains de productivité clairs à obtenir là-dessus, et ça permettrait d'aller dans le double sens. Mais avec toujours ce défaut, c'est qu'il n'y a aucune obligation de résultat dans la loi. Donc, beaucoup ne se contentent que d'afficher leur turnover, l'égalité homme-femme, mais pas effectivement, est-ce qu'il y a une réelle gestion des compétences, tous ces aspects-là. Ouais, d'accord. Moi, je vais également, pardon. Oui, le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'était à la suite de ce que disait Stéphane, par rapport aux indépendants. Dans les groupements d'employeurs, ils font un constat, et ça, c'est depuis plusieurs années, qu'ils ont de plus en plus d'entreprises adhérentes, mais ça représente de moins en moins de salariés parce que justement, les indépendants se démultiplient. On a un tissu social et économique qui est en train d'évoluer, où beaucoup de personnes se mettent effectivement en indépendant plutôt que de devenir salariés, et les entreprises cherchent cette flexibilité-là. Donc, on est plus… Alors, comment répondre à des entreprises qui deviennent des micro-entreprises, mais même en faisant exactement les mêmes types d'activités. Et là, je rejoignais Stéphane sur un point, c'est qu'on a tous les deux accompagné la Startup Adventura qui a eu lieu au Quai des Possibles, le but, c'était de remettre 12 personnes dans le chemin de l'emploi en les accompagnant sur le business plan, enfin beaucoup de choses comme ça. Et il y a peut-être des choses à faire par ce biais-là, de façon à permettre à des indépendants de se développer, de se remettre, mais avec un contrôle et organiser ça de manière collective. Ok, c'est bien noté. Et moi, je vais dans ce sens en disant que la formation professionnelle peut être un levier de contrepartie d'obligation, parce qu'on sait que c'est une obligation aujourd'hui, mais l'obligation, tout le monde ne la saisit pas, en particulier les petites entreprises, et peut-être que ça peut être un moyen un peu plus évident pour mettre en place la formation professionnelle dans ces petites entreprises. Sur la partie contrepartie, les grands groupes vers les PME, j'y crois pas beaucoup. Il y a pas mal de choses qui existent. Il y a Pacte PME, il y a des structures, mais on ne peut pas obliger un grand groupe à faire appel à une PME ou alors c'est… Voilà, pour moi, c'est compliqué à mettre en œuvre de façon intelligente. Il y a plein de rencontres qui se font entre PME et grands groupes, mais en fait, ça ne donne rien du tout dans la réalité. Moi, je vois les PME que j'accompagne n'ont pas du tout le retour sur investissement. Et je reviens d'ailleurs là-dessus sur les dossiers, les appels d'offres des opérateurs. J'ai répondu avec une PME qui est dans l'ESS, justement dans le 93, à moult appels d'offres et appels à manifestation d'intérêt de la région Île-de-France. Aucune réponse. On a monté des dossiers qui nous ont pris des heures et aucune réponse. Et les gens changent, les départements n'existent plus. Et voilà, c'était beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc, il y a eu une grosse déception de ce côté-là. Donc là, il faudrait aussi que les choses soient un peu plus claires. Voilà, je m'arrête là. Il y aurait peut-être à recréer, comme aux États-Unis, le SBA, le Small Business Act, qui tend à favoriser en priorité, tant que possible, les toutes petites entreprises. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien aux États-Unis. Oui, alors effectivement, Jacques, moi c'est aussi, je pensais également à ça, mais le SBA, en fait, il est orienté commande publique, mais ça pourrait être effectivement, ça pourrait être partie
des conditionnalités pour le plan de relance, en tout cas pour les plus grosses entreprises, que par capillarité, elles soient obligées de faire appel à des TPE ou des indépendants. Effectivement, ça peut être une idée. Mais par contre, pas pour les pressurer. On a l'habitude. Je crois que vous soulevez un point qui est intéressant. C'est ce qu'on voit sur l'export, c'est-à-dire PME comme grand groupe n'aiment pas trop être dans une logique un petit peu trop de liens, parce que pour le grand groupe, ça parfois apparaît un peu trop comme une responsabilité, se disant si cette petite entreprise est totalement dépendante de moi et qu'un jour je perds un contrat pour lequel il était également fournisseur, je peux mettre par terre une entreprise. Et donc, ils n'aiment pas trop cette relation de dépendance. Et puis, effectivement, dans le cadre d'une trop forte relation de sous-traitance, souvent les petites entreprises, on a l'impression de plus finalement être totalement maître de ce qu'on choisit. Et c'est pas forcément pour nous très bénéfique d'être lié trop à un grand groupe. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, pour les secteurs qui sont très structurés, très organisés, et encore une fois, je reviens, mais il n'y a pas que, mais je pense à l'aérien, l'aéronautique, ou même des secteurs qui sont spécialisés comme le nucléaire, où c'est des compétences très précises et très explicites dont ils ont besoin. Ça peut être intéressant effectivement de réfléchir à comment est-ce que au sein d'une même filière, on organise l'irrigation de l'ensemble. Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez, Bruno, le fait de dire finalement une entreprise, une petite entreprise ne va pas, va répondre à un appel à projet, ne va pas avoir de retour, etc. C'est très frustrant, ça les incite pas. Mais peut-être qu'on pourrait dire on va faire traiter, faire gérer une partie du fonds par Airbus qui aura la charge d'irriguer ses sous-traitants. Honnêtement, je ne sais pas du tout quelle forme ça peut prendre. Je réfléchis avec vous à voix haute sur le sujet, mais je pense qu'on aura toujours un petit problème de taille pour une TPE-PME à aller chercher ces fonds, parce que ça prend énormément de temps en fait. Il y a des choses qui étaient très faciles à mettre en œuvre. Par exemple, le prêt de garantie de l'État, je sais que c'était assez facile parce que il suffisait d'aller taper à la porte de sa banque et on les octroyait. Ce sera un peu plus compliqué dans le plan de relance, et donc il faut peut-être réfléchir à voir comment est-ce que ça va irriguer l'ensemble d'un écosystème. Mais je note effectivement le fait de dire ça peut pas être ça peut pas être coercitif ni pour l'un ni pour l'autre. Et sur le Small Business Act, je vais regarder du coup, parce que effectivement ça peut être une voie. Je sais qu'on a fait un certain nombre de choses pour inciter les entreprises à se diriger davantage, les petites entreprises à se diriger davantage vers la commande publique, notamment, vous savez, avec le séquençage des appels d'offres pour les marchés publics, avec toute la question autour du paiement, et de limiter au maximum les retards de paiement auxquels pouvait être contraint une entreprise. Mais il y a peut-être quelque chose effectivement à explorer sur ce sujet. Pardon. Je voulais juste vous donner quelques infos sur la question des indépendants. Pour vous dire donc ce qui a été fait, et le fait de dire que c'est pas on n'a pas fini encore ce sujet des indépendants. Excusez-moi, je vais me brancher avant qu'on perde la connexion. Voilà. Pendant la pandémie, on a eu le gouvernement qui a été en soutien des entreprises avec une série de mesures. Bien sûr, il y avait le prêt de garantie de l'État, mais aussi le fonds de solidarité qui a permis en fait de verser une aide de niveau 1, donc à 1 500 € à 1,7 million de bénéficiaires, et ensuite des dispositifs régionaux qui ont permis d'accompagner encore les indépendants, ce qu'on appelle les aides de niveau 2. C'est la région de 5 000, une aide de 5 000 € pour 35 000 entreprises qui était portée. Le sujet, c'est que et puis bien sûr, on avait le report de charges et l'activité partielle en plus. Le sujet, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre d'indépendants qui sont encore pris à la gorge. Et peut-être pour vous dire qu'il y a un certain nombre de députés de la majorité qui ont décidé de continuer à challenger le gouvernement sur ce sujet.
Ce sujet, il est aujourd'hui au sein du groupe géré par Mounir Majoubi, qui est l'ancien secrétaire d'État au numérique, et qui ont en fait adressé un courrier à Alain Griset, justement pour essayer de dire il y a un secteur il y a un type d'activité plutôt peut-être qui va connaître un certain nombre de difficultés s'ils ne sont pas mieux soutenus. Ils se sont vus. Les messages qui ont été passés, c'était un soutien, une extension du volet 1 du fonds de solidarité, donc c'est des aides de niveau 1, donc les 1 500 € pour tous les secteurs d'activité, et dire aussi que le niveau 2, celui qui était porté par la région, était inaccessible et souvent méconnu par un certain nombre d'indépendants. Que bien sûr politiquement, économiquement, c'était pas acceptable de laisser 2 millions d'indépendants sur le carreau, et qu'il fallait absolument qu'il y ait davantage de soutien qui soit fait. Et donc la volonté du groupe majoritaire de réaffirmer aussi le soutien à l'égard de cette filière. Aujourd'hui, là où on en est, c'est que le ministère est en train d'affiner le diagnostic sur les indépendants, évaluer bien sûr le coût, et qu'il n'y a pas de décisions qui ont été arrêtées. Il y a Alain Griset qui a réaffirmé son souhait de simplifier l'accès au niveau 2 des aides, donc aux 5 000 € en travaillant avec les régions. Éventuellement aussi d'étendre la liste des activités qui étaient concernées par les aides de niveau 1. Et donc, c'est ce sur quoi actuellement le gouvernement réfléchit. Je mets juste un petit bémol pour vous dire que ce n'est pas figé, c'est que la liste des activités éligibles au fonds de solidarité actualisée devait être publiée cette semaine. Elle ne l'a pas encore été, donc on continue de challenger le gouvernement sur ce sujet. Voilà un petit peu. Donc, enfin, c'est pas très probant, vous allez me dire, pour l'instant, en termes de réponse. Ce que je voulais vous passer comme message sur les indépendants par rapport au sujet que vous avez soulevé, c'est de dire qu'il y a bien une prise de conscience qu'il y a besoin de mieux accompagner les indépendants, et que actuellement, il y a une réflexion qui est engagée entre le gouvernement et la majorité pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être intégré. Et je pense que ça fera l'objet d'un amendement dans la loi budgétaire. Allez-y, Jacques. Oui, c'est juste, est-ce que quand on parle d'indépendants, est-ce que l'on inclut les entreprises unipersonnelles ou les entreprises SAS comme la mienne, par exemple, où je suis majoritaire à 95%, mais je suis tout seul? C'est-à-dire que plein de gens qui travaillent tout seuls, mais qui ne sont pas considérés comme étant indépendants au sens libéral du terme. Oui, c'est le cas. D'accord. Je m'assurerai que c'est bien le cas dans l'adoption définitive, mais pour l'instant, c'est l'ensemble des indépendants qui sont concernés. Moi, en tant que tel, je ne suis pas indépendant. Moi, je suis Oui. président d'une SAS, mais je suis tout seul à travailler et je ne me paye pas. Donc... Non, mais en gros, tous les types d'entreprises, et Jérémy me le confirme à l'instant, c'est effectivement bien tous les types d'entreprises qui sont alors soit indépendants, soit unipersonnels, comme vous l'êtes, justement pour qu'ils bénéficient d'un accompagnement qui soit plus adapté. Et je sais, pardon, à la fois, je suis fière que l'État ait répondu présent avec ces aides de niveau 1 et ce fonds de solidarité de 1 500 €. Et je sais aussi que pour beaucoup d'entreprises, ce n'était pas assez. Hein. Je veux dire, on n'est pas là en train de se jeter des fleurs sur le fait de dire avec ça, c'était merveilleux. Mais voilà, cette logique d'accompagnement, c'est forcément, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus d'indépendants. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent sous ces statuts, qui travaillent seuls, qui montent leur boîte de conseil, etc. Et donc, c'est aussi un coût qui est important, et c'est indispensable que l'État soit en capacité de chiffrer pour voir aussi comment est-ce qu'on va l'organiser. On a discuté tout à l'heure avec la CPME du manque de visibilité et prévisibilité pour les entreprises, notamment en matière de risque de reconfinement. Donc, je veux dire que pour l'instant, bien sûr, on garde toutes les options qui sont sur la table, mais on a aussi le souhait de dire maintenant, il faut qu'on aiguillonne un peu l'activité économique, et donc, ce n'est pas l'option qui serait retenue. Et donc, j'espère que pour notamment les indépendants, la capacité à repartir le plus vite possible et à reprendre de l'activité.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, pardon, ou remarques ou autres? C'est un bon début. C'était un bon début. Brice, non, pardon, il y a Yanis, c'est ça? Non, c'est la main qui n'était pas baissée tout à l'heure, peut-être. Et Brice, Oui, je l'ai rabaissé depuis. Ok, pardon. Et Brice, pardon, je vous vois faire un signe. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou pas. Non, ok, c'est bon. Moi, j'ai une dernière Oui. remarque sur les indépendants. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour que les indépendants deviennent une courroie de transmission entre les opérateurs, les grands groupes, les TPE, PME. Ça peut vraiment être une courroie de transmission qui apporte de la valeur ajoutée, qui permet aux rouages justement de bien fonctionner, à condition qu'on les fasse monter en compétences, qu'on les évalue, qu'on leur donne des objectifs, qu'on les soutienne, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer là-dessus, sur tous les sujets qu'on a évoqués. Ouais, c'est pas inintéressant et à vrai dire surtout ça me permet d'avoir des arguments pour lesquels on peut alimenter Mounir Majoubi qui porte vraiment ce combat auprès du gouvernement, effectivement de montrer le rôle un peu charnière que peut avoir un indépendant. Oui, je suis d'accord et je voudrais juste appuyer ça parce que moi je constate qu'il y a des indépendants, enfin souvent la connotation qu'on va donner aux indépendants, ça va être une connotation d'un indépendant n'a pas forcément des grosses compétences. Et c'est un préjugé, je pense, hein, c'est un faux ami, mais il faut s'en libérer. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'indépendants qui sortent de situations professionnelles avec quelquefois des super postes, mais surtout des très grosses compétences. Et ce sont à la fois des consultants en puissance et des leviers, à mon avis, effectivement, économiques qui peuvent être très puissants. Il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès de contrôle, pas leur donner des moyens, etc. Oui, il ne faudrait pas qu'ils soient non plus trop… ce qui n'est pas un excès de contrôle ou de flicage aussi derrière. Il faut que le marché reste fluide, oui. Oui, voilà. Bien sûr. Non, mais je crois qu'effectivement, l'idée, c'est vraiment d'essayer de dire il faut qu'on ait un boost de notre économie et que donc ce soit le plus simple et que ça repose sur la confiance. Il y a certains dispositifs qui font l'objet d'un contrôle et je pense à l'activité partielle, mais parce qu'on a tous entendu pendant le confinement des reportages ou des entreprises qui parfois se mettaient en chômage partiel et en fait avaient leurs salariés qui bossaient à temps plein. Donc c'est choquant parce que ça apparaît comme une mauvaise utilisation de l'argent public, mais pour autant, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être dans une relation partenariale avec les entreprises pour les booster quoi, et que leur activité reparte. Il y a une stat qui serait intéressante à jauger. Dans les plans de départ volontaires qu'il y a en ce moment ou qu'il va y avoir dans les prochaines industries et grosses entreprises, est-ce qu'on sait estimer à peu près le pourcentage de salariés qui vont profiter justement pour devenir indépendants, pour s'en sortir, ou qui vont devoir même devenir indépendants? Il faut que je demande, peut-être que le chiffre est évalué, il faut que je demande au cabinet à Bercy. En mettant dans indépendant tout ce que disait Jacques, hein, évidemment. Oui. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. En fait, on va synthétiser, faire un petit document